Magnifique. On est bon. On y est. Donc, je disais merci pour l'invitation, merci mm, pour l'organisation d'une telle soirée qui nous permet d'échanger avec les gens qu'on ne voit pas toujours à la consultation. Et donc, je vais essayer d'aborder ce webinaire comme je sais qu'il y a énormément de patientes dans l'Assemblée et quelques soignants. Je vais essayer d'aborder la présentation comme si j'étais en consultation avec une patiente et que je lui expliquais la chirurgie de réduction du risque de cancer de l'ovaire quand les patientes viennent me voir pour un avis pour cet item. Donc, quid de mes ovaires, puisque c'est ça le sujet du jour. Alors, voilà, j'y arrive. Vous le savez, un petit rappel épidémiologique, environ 10% des cancers de l'ovaire, ou en tout cas 10 de l'ovaire, sont héréditaires. Chez les patientes qui sont porteuses de mutations des gènes BRCA1 et 2, c'est principalement, voire exclusivement, ce qu'on appelle des carcinomes séreux de haut grade, pour l'acronyme qui sera dans les diapositives suivantes. Vous savez que les mutations des gènes BRCA1 et 2 concernent peu de patientes dans la population générale, environ 0,2% des femmes. Néanmoins, c'est une mutation, ce sont des mutations qui sont associées à un risque très élevé de cancer de l'ovaire et du sein. On parle ici du cancer de l'ovaire ce soir. Effectivement, vous savez que les patientes qui sont porteuses de mutations des gènes BRCA1 sont un peu plus à risque que celles qui sont porteuses de mutations BRCA2. Et vous connaissez aussi très certainement les mutations RAD51C et des gènes RAD51C et D, les mutations des gènes MMR et BRIP1, qui sont un peu plus fréquentes, mais qui confèrent un risque de cancer de l'ovaire qui est nettement moins élevé que les mutations des gènes BRCA. Alors, puisqu'on est ici pour parler de stratégie de réduction de risque, on va parler de prévention au sens large. Vous savez que la chirurgie n'est pas la seule stratégie de prévention primaire. Chez les patientes qui ne sont pas encore en âge d'avoir une chirurgie de réduction de risque, on peut prescrire une pilule estroprogestative qui diminue significativement le risque de cancer de l'ovaire, à pondérer bien sûr avec l'augmentation du risque de cancer du sein, qui, attention, ne se cumule pas avec le risque génétique. Et évidemment, quand les patientes ont accompli leur projet familial, on parlera de chirurgie de réduction du risque uniquement sur base volontaire. Vous savez que si on ne fait pas de prévention primaire, on peut faire de la prévention secondaire, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Donc, c'est dépister la pathologie à un stade très précoce, voire infraclinique, donc avant qu'elle ne se manifeste. C'est très efficace pour les cancers du sein, c'est pas très efficace pour les cancers de l'ovaire, puisqu'on a testé des stratégies de type échographie couplée au dosage du marqueur CA125, qui est le marqueur du cancer du sein, qui augmente dans pas toutes les situations. Et on sait que ça a une efficacité relative parce qu'on n'a jamais réussi à démontrer que ça avait un impact sur la mortalité liée au cancer de l'ovaire. Et à l'inverse, ça induit énormément d'anxiété chez les patientes qui font des examens itératifs. Et on est parfois amené à avoir ce qu'on appelle des faux positifs, donc des examens qui sont faussement alarmants et qui ne sont pas le reflet d'une pathologie existante. Néanmoins, dans la population à haut risque génétique, comme les patientes qui sont porteuses de mutations des gènes BRCA1 et 2, on recommande encore la réalisation de cette échographie et de ce dosage du CA125 1 à 2 fois par an, suivant le type de recommandation. Alors, vous savez que ce qui est encore la stratégie, quand on parle de prévention, on revient à la prévention primaire et en particulier à la stratégie chirurgicale de réduction du risque. Donc, quand les patientes viennent nous voir pour une chirurgie de réduction du risque du cancer de l'ovaire, la stratégie encore standard et qui est proposée dans la majorité des centres, c'est de faire ce qu'on appelle une annexectomie de réduction du risque, donc enlever les trompes et les ovaires, à l'âge de 40 ans pour les patientes qui sont porteuses de mutations des gènes BRCA1 et à l'âge de 45 ans pour les BRCA2, et en tout cas 5 ans avant l'âge du diagnostic de cancer ovarien familial le plus précoce dans la famille quand c'est documenté.
Alors, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est très efficace. On réduit de plus de 80%, voire 90% l'incidence, donc le risque de cancer de l'ovaire chez ces patientes. C'est démontré dans de nombreux essais cliniques non randomisés. Mais est-ce que ça a un impact négatif? Donc, outre l'impact positif de protection, de réduction de risque du cancer de l'ovaire, oui, ça a un impact négatif sur la qualité de vie des patientes, sur la qualité de vie essentiellement liée à l'induction d'une ménopause brutale et précoce. Donc, quand on enlève les annexes trompe et ovaire, on induit immédiatement des symptômes de ménopause qu'on appelle les symptômes climatériques, qui sont classiquement décrits comme les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur, les insomnies, etc., qui sont les plus connus. Ça a un impact sur la qualité de vie sexuelle des patientes parce que ça induit assez rapidement une baisse de libido et une diminution de la lubrification des muqueuses. Donc, ça induit vraiment non seulement le désir qui diminue, mais en plus la qualité de vie sexuelle quand on a des relations est moins bonne pour des raisons physiques. À plus long terme, on augmente le risque d'ostéoporose, on augmente également le risque de pathologie cardiovasculaire, en particulier d'infarctus du myocarde, et ça s'est démontré depuis peu de temps, on augmente aussi encore à plus long terme le risque de démence cognitive chez les patientes qui ont une ménopause. Tout ça, c'est chez les patientes qui ont une castration hormonale définitive avant 45 ans. Alors, on s'est demandé si on ne pouvait pas mieux faire, ou en tout cas faire différemment, avec comme rationnel la notion qui est née des nombreuses études qu'on a faites sur les pièces opératoires de patientes qu'on a opérées depuis les années 2000, puisque c'est depuis les années 2000 qu'on fait cette stratégie de réduction de risque, donc enlever les ovaires et les trompes chez les patientes qui sont à haut risque. Et on s'est rendu compte, quand on étudiait les pièces opératoires de ces jeunes femmes, qu'on retrouvait assez fréquemment, et vous voyez, c'est le cas chez les patientes mutées qu'on opère pour des raisons de réduction de risque, mais c'est surtout le cas chez les patientes qu'on opère pour des cancers de l'ovaire avérés. On observe ces lésions qu'on appelle dans le jargon médical des STIC, donc des carcinomes intraépithéliaux séreux au niveau de la trompe. Donc en fait, ce sont des lésions précancéreuses qui se développent dans les cellules du pavillon de la trompe, qui est la partie de la trompe qui est en communication avec l'ovaire. Et ces lésions sont plus que probablement, dans l'immense majorité des cas, en tout cas des carcinomes séreux de haut grade, qui sont donc les types de cancers de l'ovaire les plus fréquents chez les patientes porteuses de mutations des gènes BRCA. Ce sont en fait les lésions typiques précurseurs des cancers dits de l'ovaire, qui sont en fait, depuis quelques années, attribuées plutôt à la trompe qu'à l'ovaire. Et donc, la stratégie de réduction du risque, donc la stratégie opératoire de réduction du risque, fort de cette notion qu'en fait, les cancers de l'ovaire chez les patientes qui sont mutées BRCA, c'est plutôt des cancers de la trompe et pas des cancers de l'ovaire, même si on les appelle encore aujourd'hui des cancers de l'ovaire. On s'est dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une stratégie en deux temps, c'est-à-dire enlever les trompes qui sont donc le siège de ces lésions précurseurs des cancers de l'ovaire dès que la patiente ne souhaite plus être enceinte, puisque par définition, les trompes, ce n'est pas quelque chose qui a une fonction hormonale dans votre appareil reproducteur, c'est vraiment juste le conduit entre l'utérus et la trompe qui permet aux femmes d'être enceintes spontanément. Et puis, postposer l'ovariectomie à quelques années plus tard pour maintenir une certaine imprégnation hormonale chez ces patientes à qui on veut quand même faire une stratégie chirurgicale de réduction du risque de cancer de l'ovaire. Alors, la question qu'on se pose, c'est pas si ça vaut le coup, parce qu'on pense que ça vaut le coup, c'est est-ce que c'est efficace? Donc la stratégie qui est en train d'être étudiée à l'heure actuelle, et je vous en détaillerai les grandes lignes dans les diapositives suivantes, c'est de se dire, est-ce qu'en enlevant les trompes et dans un deuxième temps les ovaires, on fait aussi bien que quand on enlève le tout en même temps, c'est-à-dire quand on fait une annexectomie bilatérale de réduction de risque?
Le target étant qu'on doit être au moins aussi efficace sur la protection du cancer de l'ovaire, c'est-à-dire réduire de 80 à 90% l'incidence de cancer de l'ovaire après une salpingectomie, donc enlever les deux trompes, et puis postposer l'ablation des ovaires à plus tard. Et évidemment, les questions subsidiaires qu'on se pose, c'est quel est l'impact de cette stratégie sur la qualité de vie des patientes. D'abord, on doit être sûr que c'est aussi efficace sur le risque de réduction, sur la réduction de risque du cancer de l'ovaire, et aussi, évidemment, on doit prouver que ça a un bénéfice. Alors, il y a de nombreux essais cliniques qui sont en cours. J'en détaillerai deux ici dont on a les résultats. Et puis, je vous détaillerai l'essai principal en cours dont on n'a pas encore les résultats définitifs, qui est l'essai TUBA-WISP-2, qui est actuellement ouvert au sein de l'HUB. Alors, on a eu une première étude préliminaire qui était la première partie de TUBA-WISP. C'était l'étude de tubectomie. C'était de prouver que quand on enlève les trompes et qu'on laisse les ovaires plus longtemps, eh bien, ça a un impact positif sur la qualité de vie des patients. Donc, on a d'abord étudié quelques 600 patientes qui avaient le choix entre la stratégie standard, c'est-à-dire enlever les annexes, donc les 164 premières qui ont choisi d'être opérées selon la stratégie standard, et 413 patientes qui ont choisi la stratégie originale, encore à l'étude, c'est-à-dire enlever les trompes dès qu'elles avaient une famille complète et postposer l'ovariectomie à 5 ans plus tard, au-delà de l'âge recommandé, c'est-à-dire à 45 ans pour les patients de BRCA1 et à 50 ans pour les patients de BRCA2. Et qu'est-ce qu'on a démontré? Que la qualité de vie est meilleure, et en particulier la qualité de vie sexuelle dans le bras expérimental, c'est-à-dire quand on laisse les ovaires, y compris cette qualité de vie, elle est aussi supérieure à la qualité de vie des patientes à qui on a fait une annexectomie bilatérale et à qui on a donné une substitution hormonale par des médicaments. Donc, laisser les ovaires, ça semble plus efficace sur la qualité de vie que d'enlever les ovaires et de substituer les ovaires par un traitement hormonal de synthèse. Et puis, on a eu ces données préliminaires. Les premiers à faire cette stratégie en 2 temps, ça a été les Français qui ont publié leurs premières données sur un échantillon de 120 patientes à qui ils laissaient le choix, encore une fois. Vous pouvez enlever les trompes et laisser les ovaires, et vous pouvez postposer l'ovariectomie à plus tard. Et dans cette étude des Français, avec maintenant 10 ans de recul, ce qu'on voit ici, c'est que sur les 122 patientes qui ont été enrôlées dans cette étude au départ, eh bien, les 119 d'entre elles, après 10 ans de suivi, n'ont toujours pas développé de cancer de l'ovaire, ce qui est évidemment un résultat préliminaire, parce que le suivi n'est pas à suffisamment long terme, mais en tout cas, on a l'impression qu'on est sur la bonne route en faisant cette stratégie d'enlever les trompes, mais de laisser les ovaires. Et donc, on en vient à l'étude qui est actuellement en cours sur un plus grand échantillon de patientes avec un suivi à plus long terme. C'est toujours la même chose en médecine, même quand on pense qu'un rationnel scientifique est bon. Si on pense que les lésions précurseurs des cancers de l'ovaire sont dans la trompe et qu'enlever les trompes suffit, eh bien, on doit le prouver sur un très grand échantillon de patientes avec un suivi à très long terme pour démontrer que ce n'est pas inférieur à la stratégie qu'on fait actuellement encore, et ce depuis 20 ans, c'est-à-dire enlever les annexes. Et donc, dans l'étude TUBA-WISP-2, qui est la suite de TUBA, où on a, qui est la suite de l'étude TUBA, effectivement, où on a montré que la qualité de vie des patientes était meilleure quand on laisse les ovaires, ce qu'on pouvait présager évidemment, mais on l'a démontré. Eh bien, dans l'étude TUBA-WISP-2, on cumule l'étude de la qualité de vie, mais surtout l'efficacité sur la réduction du risque de cancer de l'ovaire. Et vous voyez que l'objectif de recrutement de cette étude, c'est 3000 patientes qu'on va suivre pendant au moins 10 ans. Et donc ça, c'est une étude qui est actuellement en cours à l'HUB et dans plein de centres dans le monde. C'est une étude qui a été initiée par un groupe, par un consortium de Hollandais
et d'Américains. Et vous voyez ici une diapositive avec tous les centres dans le monde qui recrutent pour proposer cette étude à des patientes qui sont porteuses de ces mutations BRCA1 et 2, principalement aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, ainsi qu'en Australie. Vous voyez qu'en Belgique, il y a 2 centres qui proposent cette étude, un à l'UZ Leuven et l'autre c'est l'HUB, c'est-à-dire chez nous. Ça, c'est la courbe de recrutement de cette étude, et c'est une diapositive qui est relativement ancienne puisqu'elle est arrêtée à novembre 2024. Vous voyez qu'on a commencé à inclure dans cette étude dans les années 2015, et le recrutement a augmenté au fur et à mesure qu'on ouvrait de plus en plus de centres. Et on avait, fin 2024, plus de 2000 patientes, et actuellement, on a eu le dernier update du recrutement à notre dernier meeting donc au gynéco à Lesgo en février, et le recrutement complet est atteint, c'est-à-dire qu'on a recruté les 3000 patientes qui étaient l'objectif de l'étude, puisqu'on a continué de recruter de manière exponentielle sur la fin du recrutement. Donc les premières patientes ont été incluses en 2015 et les dernières patientes ont été incluses en 2026. Et quand vous acceptez de participer à cette étude, vous avez le choix. Vous avez le choix de soit enlever vos annexes, qui est la stratégie de réduction de risque actuellement encore standard, ou bien de pratiquer la solution alternative qui est à l'étude, c'est-à-dire enlever les trompes et postposer l'ovariectomie à 45 ans pour les BRCA1 et à 50 ans pour les BRCA2, sachant que dans la cohorte de patientes qui ont participé à TubaWisp, donc dans les 3000 patientes et parmi les premières qui ont été recrutées en 2015, on a déjà plus de 10 ans de recul. Et une donnée qui est très intéressante qui a été présentée à ce dernier congrès où on a eu un meeting des investigateurs, c'est que dans le groupe des patientes qui ont eu une salpingectomie, donc à qui on a enlevé les trompes et gardé les ovaires, il n'y a jusqu'à présent, dans le suivi, aucun cancer de l'ovaire déclaré chez les patientes qui ont conservé leurs ovaires pendant 5 ans de plus. Alors évidemment, pour les dernières patientes qui ont été incluses récemment, on manque de recul, mais pour celles qui ont déjà été incluses en 2015 et dans les années entre 2015 et 2020, on a déjà quelques années de recul. Donc ce ne sont pas des résultats définitifs, ce n'est pas une stratégie qui peut être proposée de façon routinière, mais c'est une stratégie qui semble prometteuse. Et donc, en conclusion, la chirurgie de réduction de risque du cancer de l'ovaire reste encore actuellement la recommandation de bonne pratique, ça reste l'annexectomie bilatérale de réduction de risque vers 40 ans pour les BRCA1, vers 45 ans pour les BRCA2, et en tout cas 5 ans avant l'âge du diagnostic du cancer ovarien dans la famille la plus proche. C'est une chirurgie qui a un impact négatif sur la qualité de vie des patientes. Une approche en 2 temps, c'est-à-dire d'abord les trompes et puis postposer l'ovariectomie, est en cours d'évaluation au sein de cette grande cohorte de patientes que forme le consortium TubaWisp 2. Et évidemment, attention toujours à la qualité de cette chirurgie et à la recherche systématique des lésions précurseurs qui sont un facteur déterminant de la prise en charge des patientes qui sont à haut risque. Ça, c'est plutôt pour les professionnels de la santé. Et je voudrais, avant de conclure et de terminer ici, rassurer les patientes qui pensent que parce qu'on a atteint les 3000 patientes à recruter dans les TubaWisp 2, ça va s'arrêter et on va revenir à la stratégie standard qui est l'annexectomie bilatérale. Évidemment, non, ce n'est pas le cas. On ne peut pas, fort des résultats encourageants qu'on a, éthiquement revenir en arrière. Et donc, il y aura une suite à TubaWisp 2 qui va être présenté incessamment sous peu par l'hôpital hollandais qui est le coordinateur de cette étude. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à propos de ce sujet, et merci pour votre attention. Un tout grand merci. C'était parfait. On peut céder la parole au docteur Di Pettantonio. J'arrête de partager. Ouais, parfait. Bonjour à tous. Voilà, alors, parfait. j'essaie On vous de entend. partager. Ouais. Alors,
Donc, n'hésitez pas à bien poser vos questions, soit dans le fil de discussion, si vous avez des questions pour le docteur Fastré, si vous avez peur de les oublier, ou de toute façon, donc on aura un moment à la suite des présentations pour que vous puissiez les poser. Ça m'a l'air parfait. On voit les slides. On va juste le petit masquer là, ici. Voilà. Nickel. Super. Donc, Voilà. moi, je vais vous parler du coup de la gestion de l'insuffisance ovarienne précoce en cas d'anexectomie bilatérale. Donc, pour petit rappel, l'âge moyen de la ménopause se situe à 50-51 ans. On parle d'insuffisance ovarienne précoce quand il y a une perte de l'activité avant 40 ans et de ménopause précoce quand elle survient avant 45 ans. Donc, cas de l'alimentation BRCA1 et BRCA2, l'insuffisance ovarienne est ce qu'on appelle iatrogène. Donc, elle est produite par l'anexectomie bilatérale. Et donc, aux alentours de 40 ans BRCA1, 45 ans pour BRCA2 et 5 ans avant l'âge de diagnostic. Donc, ça peut être variable. 95% de nos oestrogènes proviennent des ovaires et 5 à 10% viennent de la conversion périphérique, donc de nos androgènes ovariens et surrénaliens au niveau des tissus périphériques. Donc, après l'anexectomie bilatérale, on trouve des taux d'oestrogènes inférieurs à 25 picogrammes, donc à un taux de ménopause. Donc, les principaux risques de cette carence en oestrogènes, ça va être les risques cardiovasculaires, osseux, cognitifs et au niveau de la qualité de vie. Pourquoi au niveau cardiovasculaire? Parce que nos oestrogènes ont un effet protecteur sur nos vaisseaux, notamment au niveau de la souplesse, etc. Et également au niveau métabolique, donc au niveau du métabolisme des lipides et des glucides et de la répartition des graisses. Donc, la carence oestrogénique fait que tout ça va être perturbé et donc il va y avoir une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc là, ici, on voit qu'effectivement, donc la courbe rouge sont les patientes qui ont eu une ménopause avant 45 ans et on voit que les maladies cardiovasculaires sont globalement augmentées. Donc, au niveau du risque cardiovasculaire, les recommandations sont donc déjà d'en informer les patientes, notamment pour qu'elles puissent adapter notamment leur mode de vie, donc une activité physique régulière, un poids sain, une alimentation saine, on évite le tabac et on réduit la consommation d'alcool. Ça permet également de les informer, d'aller faire leur surveillance, notamment annuelle, une prise de tension, vérification du poids, une prise de sang avec le profil lipidique et glucidique et vérifier le statut tabagique. Et on recommande d'instaurer un traitement hormonal de substitution jusqu'à l'âge moyen de la ménopause, donc 50-51 ans, même en cas de symptômes de celle-ci. Au niveau du risque osseux, le risque principal est l'ostéoporose. Pareil, pourquoi? Parce que les oestrogènes interviennent dans le métabolisme osseux. Et donc, on voit qu'après la ménopause, il y a une perte osseuse rapide dès le début de la ménopause. Donc, ce schéma-ci, c'est sur une ménopause classique. Mais en fait, en cas d'insuffisance ovarienne, la courbe est beaucoup plus rapide au niveau de la perte osseuse. Il peut également y avoir une perte de masse musculaire et donc l'ostéoporose, en fait, ça augmente aussi la biomortalité par le risque fracturaire. Donc, au niveau du bilan, c'est important de faire une ostéodensitométrie de départ pour voir le statut de densité osseuse de base et on fait un suivi en fonction des résultats. Intéressant également de faire une prise de sang, notamment avec la vitamine D, pour voir un petit peu s'il y a des carences. Et c'est important également de rechercher des autres facteurs de risque comme une corticothérapie prolongée, un sous-poids ou autre. Au niveau des recommandations, donc pareil, c'est important de discuter du risque d'ostéoporose. On va recommander du coup d'instaurer effectivement le traitement hormonal substitutif jusqu'à 50-51 ans. Mais également au niveau de l'hygiène de vie, une activité physique régulière, notamment avec des poids. Une bonne alimentation, des apports suffisants en calcium. On recommande environ 1,2 g par jour et une supplémentation en vitamine D avec des apports journaliers qui devront être aux alentours de 800 unités par jour. Au niveau de la qualité de vie, il va y avoir des impacts à différents niveaux. Ça peut impacter
différemment une femme à l'autre, mais donc on considère que globalement, les symptômes vasomoteurs concernent 70 à 90% des femmes, donc avec des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes à des grades différents, mais il peut également y avoir des troubles du sommeil, une fatigue persistante, des troubles au niveau psychologique, donc une humeur labile, de l'irritabilité, anxiété, voire dépression chez certaines. Au niveau des troubles cognitifs, il peut y avoir des troubles de la concentration et de la mémoire à court terme, mais aussi, comme le professeur Fastré le disait récemment, on a montré qu'il y avait possiblement des effets cognitifs à long terme, surtout chez les patientes qui ont subi une anexectomie avant 45 ans sans substitution, avec une augmentation du risque de démence et de déficit cognitif léger. Il peut également avoir un impact sur la qualité de vie sexuelle, non seulement par le manque de libido, mais aussi à cause du syndrome génito-urinaire de la ménopause, où on va retrouver une atrophie vulvaire et vaginale, un manque de lubrification, des irritations, et aussi d'un point de vue urinaire, où on peut avoir des troubles de la continence, des douleurs mictionnelles ou autres. Il peut également avoir des douleurs articulaires ou musculaires, une prise de poids particulièrement abdominale et au niveau des fanères, avoir une peau plus sèche et une chute de cheveux. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, au niveau des douleurs articulaires, le traitement hormonal substitutif est souvent très utile. L'activité physique peut aider également et avoir une alimentation adaptée. Certains compléments alimentaires peuvent aider aussi. Au niveau des troubles du sommeil, on a montré que le traitement hormonal de substitution avait un impact significativement positif sur ces troubles, et on peut également envisager des traitements non hormonaux, traitements médicamenteux ou thérapie cognitivo-comportementale, méditation ou autre. Pour la partie psychologique, pareil, le traitement hormonal a un impact significatif sur l'amélioration de l'humeur, et en fonction du contexte, on peut aussi envisager une psychothérapie, voire chez certaines patientes des antidépresseurs. Au niveau de l'impact sur la qualité de vie sexuelle, pareil, il y a quand même un effet positif du traitement hormonal de substitution, bien que parfois ça ne suffise pas toujours chez certaines patientes. Dans ces cas-là, on peut éventuellement aussi discuter d'ajouter un petit peu de testostérone et d'encourager une consultation en sexologie. Au niveau cognitif, on pense que le traitement hormonal substitutif a un impact positif et également le mode de vie. Au niveau du traitement hormonal de substitution et le risque de cancer du sein, c'est toujours la question. Donc, on a montré que l'utilisation d'un traitement hormonal à court terme n'atténue pas le bénéfice au niveau du sein et de l'ovaire de l'anexectomie bilatérale, que les utilisatrices de traitement hormonal ne présentent pas de risque accru de cancer du sein par rapport aux non-utilisatrices. Et donc, on recommande fortement de traiter jusqu'à cet âge moyen de ménopause, donc 50-51 ans. On évitera d'aller au-delà, étant donné que c'est une population à haut risque mammaire. Et bien entendu, en cas d'antécédent personnel de cancer du sein, le traitement est contre-indiqué. Alors, au niveau du traitement hormonal de substitution, si l'utérus est présent, vous allez recevoir du coup une association œstrogène et progestérone qui va permettre de protéger l'endomètre, donc la muqueuse utérine, en privilégiant la progestérone micronisée ou la dihydrogestérone qui ont un effet neutre sur le sein. Si l'utérus est absent, vous recevrez du coup de l'œstrogène seul. Alors, séquentiel ou continu, on n'a pas vraiment de données sur l'insuffisance ovarienne précoce, mais en post-ménopause, on suggère un léger surrisque de cancer du sein dans le groupe continu par rapport au traitement séquentiel. Donc, ça reste a priori non significatif. Au niveau de la prise du traitement hormonal, vous avez plusieurs options. Gel, patch, spray. Il faut juste bien rester dans des dosages suffisants. Donc, au niveau d'œstradiol, on recommande 2 mg si c'est en prise orale au minimum ou 100 microgrammes en transdermique. Au niveau des progestatifs, donc vous avez les progestatifs micronisés comme le Progébel ou le Dufasson qui est de la dihydrogestérone. Et il y a également des associations qui existent en un seul comprimé comme le Femoston. Et après, donc il y a quand même des alternatives non hormonales pour les syndromes vasomoteurs.
On peut utiliser certains antidépresseurs comme la valenfaxine, la paroxétine, mais également des médicaments comme la gabapentin ou l'oxybutynin. Et plus récemment, le Veozah est arrivé sur le marché, et donc c'est un antagoniste sélectif du récepteur de la neurokinine 3. Donc ça n'agit pas d'un point de vue hormonal, mais bien central, et on a de plutôt bons résultats au niveau des bouffées de chaleur et du sommeil également. Au niveau du syndrome génito-urinaire de la ménopause, vous pouvez avoir des traitements non hormonaux tels que des hydratants, des lubrifiants, un suivi en sexo, kiné. Mais il y a également des traitements hormonaux locaux qu'on peut utiliser, donc à mettre en intravaginal. Alors, la principale préoccupation de ça, pareil, c'était est-ce que ça augmente les taux sériques d'estradiol et le risque de cancer du sein? Eh bien non, les études sont plutôt rassurantes à ce niveau-là. Les taux restent inférieurs à 25 picogrammes par millilitre, donc des taux inférieurs à une ménopause. Et en cas de cancer du sein, il y a de nombreuses études qui étaient rassurantes sur le risque de récidive. Pas vraiment d'études sur traitement hormonal local et mutation BRCA seul, mais par consensus, si c'est sécuritaire en cas de cancer du sein, il n'y a pas de restriction chez les patientes porteuses d'une mutation, y compris au-delà de l'âge moyen de la ménopause. Donc, pas hésiter à traiter, même au-delà de 50-51 ans, si les symptômes sont présents. Et en conclusion, donc, le risque et impact liés à l'insuffisance ovarienne précoce sont principalement cardiovasculaires, osseux, cognitifs et liés à la qualité de vie. Le traitement hormonal de substitution est indiqué jusqu'à 50-51 ans pour la protection cardiovasculaire, osseuse et cognitive, mais aussi pour la qualité de vie. On insiste sur l'importance de l'hygiène de vie, donc activité physique, alimentation, poids, arrêt du tabac et la surveillance clinique et biologique. Et j'insiste sur le fait que c'est important d'ouvrir la discussion, de poser des questions sur la présence des symptômes et que les patients n'hésitent pas à en discuter. Voilà. Un tout grand merci. De rien. Parfait. Sans perdre de temps, je vous laisse peut-être le temps, ouais, là, c'est ça, de retirer la présentation. Je vois déjà qu'il y a déjà quand même plusieurs questions dans le fil de discussion. Je propose de peut-être prendre celle-là dans un premier temps, et puis je vous donnerai la parole, bien sûr. Une première question qui portait sur le retrait des trompes est-il possible à l'âge de 50 ans, n'étant pas encore ménopausé? Je ne sais pas si c'est le docteur Fastré qui prend la parole. Voilà, parfait. Donc, pour répondre de manière très factuelle, dans l'étude TUBA-WISP, qui donc est la seule étude ouverte actuellement en Belgique qui permet de faire cette stratégie de salpingectomie, donc d'enlever les trompes et puis de postposer l'ovariectomie. Il y a un âge limite pour participer, pour les patientes qui sont porteuses de mutation du gène BRCA1, c'est l'âge du 41e anniversaire. Donc les patientes doivent être âgées au moment de l'inclusion dans l'étude de 40 ans et pas plus. Et c'est 45, donc l'âge du 46e anniversaire pour les patientes porteuses de mutation BRCA2. Le rationnel de ça est que dans cette population et dans toutes ces stratégies qui nous permettent de conserver les ovaires, il faut peser la balance entre les bénéfices et les risques. Et donc les bénéfices de garder ces ovaires à 50 ans sont nettement inférieurs à ceux d'une patiente de moins de 40 ou de moins de 45 ans. Donc tout ce qu'on a décrit comme effet secondaire de la ménopause anticipée, c'est essentiellement, et tous les risques inhérents à la ménopause anticipée, c'est essentiellement pour les patientes de moins de 45 ans. C'est beaucoup plus discutable entre 45 et 50 ans et encore plus discutable après 50 ans. Donc, chez une patiente qui est porteuse d'une mutation qui confère un haut risque de cancer de l'ovaire, je ne recommanderais pas de garder les ovaires au-delà de 50 ans pour le moment, en tout cas. Ok. Peut-être une question, je me permets peut-être, parce que comme on est justement sur l'étude TUBA-WISP, et donc peut-être que ça viendra. Est-ce que
vous parliez justement que le quota des 3000 patientes était atteint, mais qu'il y avait peut-être une prochaine étude qui allait s'ouvrir, ou est-ce que si une patiente, par exemple, souhaitait pouvoir opter pour cette chirurgie-là, est-ce qu'elle peut se tourner vers quelle équipe, ou parce que c'est pas forcément proposé par tous les gynécologues dans tous les hôpitaux, donc quid? Donc, l'étude, même si l'objectif de recrutement est atteint, l'étude est toujours ouverte. Donc, on continue de recruter dans TubaWisp toutes les patientes qui se présentent. Et on clôturera quand les investigateurs, quand les coordinateurs de l'étude nous demandent de clôturer, mais on ne clôturera pas avant d'avoir une suite. Pour répondre à la question pragmatique, il y a 2 centres qui incluent pour le moment dans TubaWisp, donc 2 centres dans lesquels vous pouvez bénéficier de cette stratégie, c'est la KU Leuven et chez nous. Et ce sont les 2 seuls à ma connaissance. Parfait. Alors, je prends la suite. Il semblerait aussi que le traitement hormonal de substitution, par exemple, n'est pas toujours proposé par un gynécologue. Comment est-ce que cela est-il défini? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre. En tout cas, clairement, en dessous de 45 ans, il faut le proposer et l'encourager. Clairement, c'est ce qui est recommandé. En dessous de 50 ans, moi, j'ai tendance à quand même l'encourager et le proposer. Après, voilà, entre 45 et 50 ans, la plupart des gynécologues, enfin certains gynécologues en tout cas, se disent peut-être que ben voilà, ça reste un âge de ménopause plus ou moins physiologique et donc ne le proposent pas d'emblée. Voilà, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, en dessous de 50 ans, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, on a quand même tendance à l'encourager. Et bien sûr, ça dépend des facteurs de risque de chacune aussi, notamment au niveau cardiovasculaire, thromboembolique, etc. D'où l'importance peut-être de se renseigner, de poser la question justement au corps médical et de pouvoir justement avoir des moments comme aujourd'hui pour pouvoir justement aller dans ce sens. Une autre question, mais je pense qu'on l'a abordée, à mon avis, dans votre présentation, Dr Di Petrantonio, c'était sur les risques liés au traitement hormonosubstitution avec des antécédents de cancer hormonodépendants ou non. Donc, en cas d'antécédents de cancer du sein personnel, clairement, on n'y va pas. Et de manière générale, les cancers hormonodépendants, on évite, sauf certaines exceptions. Voilà. Ok. On avait encore une question sur l'étude TUBA. Pour mesurer les symptômes de la qualité de vie, est-ce que des items concernant, par exemple, la sphère uro et gastro sont présents? Alors, je ne connais pas par cœur le questionnaire qui est envoyé aux patientes. Je pense que oui, mais je ne voudrais pas répondre fermement sans avoir vérifié ce questionnaire qu'on vous envoie. Donc, il faut savoir que quand vous êtes incluse dans TubaWisp 2, c'est évidemment d'abord entièrement anonyme. L'entièreté de vos données sont anonymisées. Il y a une centralisation des participantes sur une plateforme informatique sécurisée. Et moi, quand je vous encode de façon anonyme avec un code que je suis le seul à connaître sur le site, je fournis une seule chose, c'est votre date de naissance et votre adresse email pour que les investigateurs puissent vous contacter, et vous recevez par email un questionnaire qui inclut des items de qualité de vie. Je ne les connais pas par cœur parce que le questionnaire est assez bien complet, mais je pense que oui. Ce n'est pas moi qui envoie, ces questionnaires, c'est centralisé par les investigateurs coordinateurs. Je pense que les 2 prochaines questions, on y a répondu dans la suite des explications. Et donc ici, je prends une intervention qui est un peu plus longue. Je me permets du coup de lire le témoignage. Donc, je suis porteuse du BRCA2, 52 ans. Je suis traitée pour un cancer du sein, luminal B. J'ai fini ma chimiothérapie, je change de chirurgie. Je vais avoir une annexectomie bilatérale prophylactique. Alors, 2 questions. Lorsqu'on est déjà ménopausé, quel sera l'impact de cette chirurgie, puisque j'ai déjà subi les troubles VMS péropératoires? Première question.
Alors, techniquement, si là, ici, il y a déjà des symptômes de ménopause, juste sur l'anexectomie bilatérale, normalement, il n'y a pas vraiment de changement significatif. Par contre, elle est traitée pour un cancer du sein luminal B, et donc avec une potentielle hormonothérapie derrière, notamment à base d'inhibiteurs d'aromatase, et qui, elle, peut aggraver certains symptômes, notamment les symptômes vasomoteurs, etc. Donc, l'anexectomie en elle-même, souvent, ne pose pas de problème. C'est plus les traitements liés au cancer du sein qui pourront impacter à ce niveau-là. Du coup, je pense qu'on répond à la deuxième question de cette personne qui demandait aussi donc, si au niveau donc, être sous hormonothérapie, PARP plus CDK 4-6 auront aussi des effets secondaires comme l'impact sur la vie sexuelle, les effets cognitifs, troubles du sommeil et autres. Je pense que du coup, là, oui, c'est possible. Après, voilà, il faut vraiment pas hésiter à en discuter avec ces gynécos, déjà de demander s'il y a des symptômes de base qu'on peut déjà gérer en amont avant de commencer tous ces traitements-là, notamment s'il y a des bouffées de chaleur qui persistent, voir si on peut pas déjà donner quelque chose, s'il y a déjà une atrophie vulvaire vaginale qui est installée, pareil, voir si on peut anticiper les choses même avant de commencer tous ces traitements. Donc, pas hésiter à en discuter. Oui, tout à fait. Merci. Les autres questions, je crois qu'on en a déjà aussi touché un mot. J'essaye peut-être d'aller plus loin. Une personne qui posait la question justement sur le fait d'enlever justement les ovaires aurait une incidence positive sur le sein. Je suppose sur une diminution du cancer du sein, que l'on soit BRCA1 ou BRCA2. Je ne sais pas si tu veux répondre, Max. Oui, alors ça a été souvent dit historiquement et les données sont à prendre avec beaucoup de prudence. Il semblerait quand même que enlever les ovaires en préménopause n'ait pas d'impact sur la survie des patientes qui ont un cancer du sein et qui sont soignées pour un cancer du sein. Donc, je pense qu'il ne faut en aucun cas vendre une annexectomie bilatérale anticipée comme un traitement du cancer du sein. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense. Mais on a en tout cas parcouru le fil de discussion. Je peux donner la parole aux différentes personnes présentes. Si quelqu'un souhaite poser une question de vive voix, ou n'hésitez pas à lever la main, ou alors via le fil de discussion, vu qu'on a déjà fait un petit peu le tour. Nidolab, je vous donne la parole. Martina, est-ce que tu sais débloquer le micro ou est-ce que je sais le faire, moi, ici? Normalement, chaque partie, voilà. Je crois qu'elle a débloqué. Ouais, super. Parfait. Ah non, on ne vous entend pas. On ne t'entend pas. Essaye peut-être toi, du coup. Ça fonctionnera peut-être. Mais Martina, ça doit être toi parce que moi, ça ne fonctionne pas apparemment. Non, mais en fait, on ne l'entend pas, mais son micro mais est actif. c'est réactivé. C'est un problème au niveau, oui, voilà, du casque ou de l'ordi, mais son micro est actif. Vous m'entendez? Ah, voilà, on vous entend. Voilà. Parfait. Oui, désolée, j'ai pas réussi. Bonsoir. Mon compte, c'est pas Nidolab, c'est Clémence. Mais, ben voilà, pas de souci. Petite question, juste pour être sûre que j'avais bien compris, parce que l'option d'enlever les trompes, c'est quelque chose qui a déjà été discuté avec ma gynécologue. C'est tout à fait quelque chose qui est faisable, même si on participe pas à l'étude, en fait. C'est juste qu'on rentre pas dans l'étude, mais notre gynécologue peut nous le proposer en alternative, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en gros pas recommandé et qu'il faut que je force un peu en disant que je veux ça, mais pas... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que j'entendais que si on voulait en bénéficier du protocole, entre guillemets, que vous avez présenté tout à l'heure, il fallait se présenter dans un des deux centres. Oui, donc je ne peux pas recommander que cette stratégie soit faite de façon non surveillée. Ok. C'est-à-dire pas dans le cadre d'un essai clinique. Il faut savoir que
outre la procédure chirurgicale d'enlever les trompes, qui en effet n'est pas très compliquée et maîtrisée par bon nombre de gynécologues, il y a une manière quand même de faire qui est propre aux patientes porteuses de mutations des gènes BRCA, et surtout une manière de les analyser D'accord. qui doit absolument traquer ces fameuses STIC, donc les fameuses lésions précurseurs du cancer de l'ovaire dans la trompe. Si ces STIC sont présentes, on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas le sujet du jour, enfin ce serait trop vaste, mais si on trouve des STIC dans une salpingectomie de réduction de risque, le suivi doit être très attentif parce que le risque de développer un cancer de l'ovaire dans les 10 ans qui suivent est quand même de 30%. Donc, on ne peut pas se contenter de faire une salpingectomie à l'heure actuelle et de dire, sans aucune autre forme d'analyse et d'explication, vous êtes tranquille, madame. Ça, c'est pas scientifiquement correct. Ok, merci, mais je comprends bien aussi le volet suivi. Et c'est vrai que, enfin, je tenais aussi sur le volet un peu témoignage, mais il y a énormément de discours complètement contradictoires quand on est confronté à un suivi. Enfin, personnellement, je suis PRCA2, et même entre certains praticiens que je vois, parfois on me dit « Ah non, vous avez passé 40 ans, il faut absolument tout enlever ». Des fois on me dit « Oh, vous avez le temps, bonne dame, attendez, on verra ça plus tard, ou on va attendre que vous soyez ménopausée ». C'est vrai que c'était aussi un peu pour alerter sur cette ambivalence et cette multiplicité des discours qu'on peut rencontrer dans nos parcours de suivi. Enfin voilà, moi j'ai même déjà entendu, je ne sais pas si vous confirmez, au-delà du cancer du sein, ce que vous disiez tout à l'heure, mais que le fait d'enlever les ovaires, même si on n'est pas malade d'un cancer du sein, pouvait réduire notre risque de cancer du sein. Est-ce que c'est... Ouais. Non, ça, c'est pas juste. Non, c'est pas juste, ok. Parce que moi, j'avais toujours cette question de me dire, pour réduire mon risque de cancer du sein, peut-être que si j'enlève mes ovaires avant, alors j'aurais moins de risque d'avoir un cancer du sein. Vous voyez, il y avait aussi peut-être cette confusion que j'ai faite à un moment donné dans toutes ces infos qui nous sont données, parfois un peu en bloc. Enfin voilà, c'était juste pour être sûr que du coup, j'avais bien compris qu'il n'y avait vraiment aucune incidence aussi si on n'était pas malade. Oui. Enlever les ovaires, ça ne va pas nous prémunir non plus d'un cancer du sein. Non, vous avez très bien compris. Et donc, voilà, je répète, la recommandation pour les patients de BRCA2, c'est annexectomie à 45 ans, parce que le risque de cancer de l'ovaire commence à augmenter de manière significative après 45 ans, à pondérer en vertu de l'âge d'un cancer index dans la famille éventuelle, et à 40 ans chez les patients de BRCA1, puisque le risque commence à augmenter de manière significative après 40 ans pour les BRCA1. Ça, c'est dans la population en dehors de toute étude type TUBA-WISP2. Ok, merci. J'ai oublié de réactiver mon micro, pardon. Disons, on a peut-être le temps. Je vois qu'il est 21h, donc j'ai pas envie de vous bloquer trop de temps. Je propose, si ça vous convient, de prendre une dernière question. J'en vois une qui est intéressante, un peu tôt. Voilà, tout à fait. Plus tôt. Donc, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que enlever les trompes n'a pas d'impact sur la production hormonale. Donc, parce que ça a été dit aussi au début de ces discussions pour ces stratégies en 2 temps. Donc, on enlève les trompes par ailleurs pour des raisons de contraception chez les patientes qui nous le demandent en dehors de tout risque de cancer de l'ovaire majoré. Donc, enlever les trompes, c'est tout à fait possible si vous le souhaitez à 25 ans. La seule chose qu'on demande, et c'est un critère pour TUBA-WISP, pour rentrer dans TUBA-WISP, c'est que vous n'ayez plus de souhait de conception, parce que tout simplement être enceinte, ça modifie aussi un tout petit peu votre risque
de cancer du sein et de l'ovaire. Et donc, on ne veut pas que ce soit des biais introduits dans cette étude pour l'interprétation des résultats. Donc, évidemment, je ne peux pas vous faire signer une promesse de ne jamais être enceinte si vous venez me voir à 25 ans, que j'enlève vos trompes et qu'un jour, vous décidez de faire de la PMA pour être enceinte. Voilà, on vous fera pas sortir de l'étude et on ne vous punira pas, mais l'étude est designée pour les patientes qui ne souhaitent plus être enceintes. Merci. Et je vois juste une dernière question, parce que du coup, on l'a passée. Une personne qui demandait justement, par exemple, vers qui se contacter, donc très pratico-pratique, pour pouvoir justement participer peut-être à une étude clinique. Alors, si c'est participer à TubaWisp, vous passez un coup de fil à la consultation du service de gynéco à l'Institut Bordet. Je peux le donner ou ce serait faire de la pub? Non, pas du tout. Ok. Je vous en prie. Vous trouvez sur Internet. Donc, le numéro direct de la consultation de gynéco à Bordet, c'est le 02 541 34 58. Et si vous préférez aller à Leuven parce que vous êtes néerlandophone ou que vous êtes plus proche de Leuven, il faut vous renseigner. Je n'ai pas le numéro par cœur, ce n'est pas mon hôpital, mais donc c'est le deuxième centre où vous pouvez bénéficier de cette étude. Un tout grand merci. Peut-être pour le mot de la fin. Vous pouvez aussi demander, je me permets, hein, donc, vous en prie. on a beaucoup de gynécologues qui nous envoient leurs patientes pour participer à cette étude, sachant que ça, je ne l'ai pas dit, mais et c'est important pour les patientes et pour les gynécologues, à partir du moment où vous êtes opéré à l'Institut Bordet, la seule chose qui est contraignante dans cette étude, c'est d'être opéré chez nous. Mais une fois que vous êtes opéré chez nous, vous êtes dans notre base de données, on va vous suivre de façon tout à fait classique, enfin on va vous demander d'être suivi de façon tout à fait classique, et ça peut tout à fait être assuré par l'hôpital et ou le gynécologue qui est le vôtre depuis toujours. Donc il n'y a pas de centralisation des patientes à l'Institut Bordet, outre l'opération en tant que telle. Après, on réfère les patientes vers les gynécologues référents et elles ont leur suivi habituel dans les structures dans lesquelles elles ont confiance. Top. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui apparaissent peut-être dans les prochaines heures ou les prochains jours, vous pouvez toujours, en tout cas, nous les envoyer par email. On essaiera, en tout cas, dans la mesure du possible, soit d'y apporter une réponse. On mettra ce webinaire donc en ligne via le site internet. Et s'il y a vraiment des questions dont on doit faire un relais vers le docteur Fastré ou le docteur Di Petiantonio, je pense qu'avec plaisir, ils pourront nous apporter une réponse. Je vous remercie en tout cas tous d'avoir été présents aussi nombreux ce soir. Encore un tout grand merci à nos deux intervenants. Sans qui ça ne peut pas évidemment être réalisé. Et on vous donne rendez-vous dans les prochains mois, prochaines semaines pour nos prochains événements. Je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.